croisements entre des disciplines qui sont très proches, mais qui ne se séparent pas toujours. Et donc là, l'idée je commence un peu toujours à la table ronde en résumant différentes motivations, objectifs, aspects de structuralisme qu'on a vu aujourd'hui. Effectivement, ça, je vais ajouter maintenant après les présentations. Donc, on a parlé de l'architecture, du rôle architectural du structuralisme, comment on utilise les structures pour trouver des analogies, des différences, et aussi pour rendre compte parfois des limités de la science. Et donc là, on a déjà un défi, comment mettre les deux ensemble. Donc, la notion d'architecture, on a une tension entre l'unification d'une part et l'idée qu'on fait des choses très différentes et qu'on voit ici et là des analogies, des différences qui vont apparaître. Après, on a parlé de l'ontologie ce matin. On utilise le structuralisme, la notion de structure, pour dire ce que sont les nombres, plus généralement pour en déterminer la nature, éventuellement en opposition au logicisme, pour dire qu'on ne peut pas en déterminer la nature d'une certaine manière. Et donc, ça concerne plutôt le type d'existence des objets mathématiques, s'il y en a, ou le type d'existence contenu des mathématiques, en utilisant un terme neutre. Après, on a parlé de la genèse. On a parlé de la genèse des concepts mathématiques et des domaines d'idéalité. Et donc, pourquoi et comment on catégorise les réels à travers les concepts. Et est-ce que les concepts doivent-ils être vraiment des sortales, comme on le disait ce matin, ou est-ce qu'il est suffisant de caractériser que quand on a un concept, c'est partiellement déterminé. On ne prétend pas d'avoir un sortal. Ça, c'est une demande très forte. La demande qui est faite souvent par les logiciens, par les philosophes, est trop forte peut-être. Et donc, si on ne peut pas répondre à la question qu'est-ce qui tombe sous les concepts, que dans certains cas, dans certains contextes, c'est assez légitime. Même les philosophes ont toujours pensé que c'était légitime d'avoir une réponse partielle. Je pense à Lambert, c'est la notion de concept partiellement déterminé. Je pense à Grassmann. Donc c'est une chose qui existait dans la philo. C'est pas une chose qui... Pour revenir aussi à la question philo, maths, des maths, c'est une chose qui est plutôt transversale, cette idée qu'on n'a pas toujours besoin des concepts pour déterminer exactement ce qui tombe dessous. On fait autre chose aussi avec. Après, on a parlé du traitement dynamique des mathématiques à travers la structure. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la constitution des objets, mais les morphismes qui précèdent la structure. C'est ça qu'on vient d'écouter là. Moi, je vais un peu aborder une autre question encore qui s'ajoute, qui est la question de la logique, en particulier de la sémantique. Donc, à quoi renvoient les concepts que nous utilisons en mathématiques? Et si nous allons prendre la direction du structuralisme, est-ce que ça suggère, demande une modification de la logique par rapport à la logique frégéenne, par exemple? Et donc, est-ce qu'on doit abandonner l'idée d'une prédication universelle? Et, parce qu'on a, premièrement, on a plus un univers d'objets déterminé indépendamment. Deuxièmement, parce que si on commence à penser que peut-être le rôle des concepts, ce n'est pas de représenter des objets, alors on devrait développer une sémantique non représentationnelle. Donc, on devrait réfléchir à d'autres types de sémantiques. En plus, est-ce qu'on veut avoir une théorie unique du point de vue logique pour toutes les mathématiques? On commence à réfléchir à l'idée qu'on peut voir différents degrés d'objectivité selon les différentes théories. Et les théories qui sont plutôt ancrées sur les applications, sur le besoin de répondre à certaines pratiques, la mesure, compter, etc. Et d'autres qui sont à un niveau d'abstraction où on n'a pas vraiment besoin de revenir sur ce qu'on appelle les faits bruts ou quoi que ce soit. Et donc la question, est-ce que comment on gère les différents degrés d'objectivité, les différents degrés d'abstraction? Alors, ça c'est un peu les cadres généraux. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ouvrir des perspectives qui sont présentes dans la philosophie de la pratique mathématique, dans certains auteurs en particulier, c'est-à-dire des auteurs qui s'intéressent à la constitution sociale de l'objectivité mathématique. Donc, une chose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Et mettre aussi en question les rapports entre structuralisme et pragmatisme. Alors, la philosophie de la pratique mathématique, je ne vais pas donner une définition
définition parce que c'est complexe, mais il y en a au moins une partie qui étudie la constitution sociale des mathématiques. Et d'habitude, elle ne rend pas très explicite les cadres philosophiques qui guident la discussion. Les approches à la philosophie de la pratique mathématique soulignent la genèse sociale intersubjective des maths et généralement favorisent une compréhension structuraliste. Ce n'est pas la règle, mais il y a bon nombre de philosophes de la pratique mathématique intéressés à l'intersubjectivité sociale qui sont structuralistes aussi. Et quelles en sont les conséquences et pourquoi ils font ça? Alors, la raison, c'est le moi réside dans les types d'objectivité qu'ils attribuent à la connaissance mathématique, qui justement ne présuppose pas l'existence d'objets. On peut avoir une connaissance objective sans prétendre parler de l'objectivité des objets. Et deuxièmement, ça a pour conséquence qu'on commence à formuler, à demander, à sentir le besoin d'une sémantique non représentationnelle. Je vais donner juste un exemple qui est l'inférentialisme de Bragg. Donc, vraiment pragmatiste, ça. Et même si ça suggère justement une compréhension pragmatiste du structuralisme, par contre, c'est pas vrai que tous les philosophes de la pratique mathématique sont des pragmatistes, et même parmi ceux qui en sont, il y a des différences. Donc, je présenterai deux exemples d'auteurs qui sont tous les deux pragmatistes, au fond, mais dans des sens très différents. L'un est Jessica Carter, qui est explicitement pragmatiste au sens de Peirce, et qui est, si on veut, structuraliste et réaliste. Les trois choses ensemble, pragmatisme, structuralisme, réalisme. Et le deuxième est José Ferreiros, qui par contre est pragmatiste dans la mesure où toute sa réflexion est orientée vers la pratique, mais qui est plutôt conceptualiste, donc pas réaliste au sens de Jessica Carter. Il y a une différence importante là. Alors l'approche développée par Jessica Carter dans l'article Mathematical Practice, Fictionalism and Social Ontology est sémiotique. Il combine une approche basée sur l'activité intersubjective d'agents humains engagés dans différentes tâches mathématiques, avec une approche mathématique en tant que pratique consistant en un ensemble de théories et dans les processus historiques et sociaux de leur développement, donc la dynamique, ça réduit. En outre, à la suite des Charles and Spurs, Carter soutient qu'une telle activité intersubjective consiste en une pratique de raisonnement dont le caractère est hypothétique, mais pas simplement arbitraire et conventionnel. Combinant la nature hypothétique des mathématiques avec une forme de réalisme, Carter soutient que les hypothèses mathématiques n'affirment pas l'existence d'entités abstraites, comme dans les réalisations logiques, et sont pourtant pragmatiquement réelles parce qu'elles dépendent de la validité d'autres énoncés, et en particulier d'énoncés sur des substances primaires à un niveau intérieur. Donc il y a une sorte de noyau réel, et au moins une petite partie des maths fait référence à ces noyaux réels. Si le fictionnalisme suggère à juste titre des façons de parler de la vérité sans affirmer que les discours portent sur des objets abstraits existants indépendamment, dont nous pouvons raconter des histoires sur de tels objets, la façon dont les objets mathématiques sont postulés est différente, car le choix des nouvelles hypothèses est sévèrement limité par les méthodes précédentes, les préoccupations locales et globales. L'objet d'une histoire peut interagir avec les objets d'autres histoires, ainsi que l'activité des raisonnements elle-même. La composante pragmatique est forte, et en fait, Carter ne ressent pas le besoin de justifier la nécessité, la temporalité ou la nature abstraite des entités mathématiques. Il y a là des questions qui sont un peu mises à côté, ni de garantir un degré d'objectivité comparable à celui offert par le platonisme. Ce que je veux dire, qu'on pose des questions différentes, on s'intéresse à des problèmes différents. Selon Carter, les objets mathématiques sont introduits pour raisonner avec eux, et cela vaut non seulement pour les mathématiques avancées, mais aussi pour les mathématiques élémentaires, et peuvent être utilisés pour nous dire quelque chose sur le monde réel des phénomènes physiques. Carter propose une reformulation du principe de Peirce, affirmant que, je cite, la réalité des entités mathématiques dépend donc de la vérité ou de la validité des déclarations concernant une substance plus primaire. Donc on a toujours ce
loi au niveau de base. Carter semble supposer l'existence des faits physiques au groupe comme point de départ de la construction des faits mathématiques. Or, cette forme de réalisme n'est pas une forme de platonisme, mais est reliée au structuralisme via les pragmatismes. Ça, c'est un peu... Par contre, je viens à José Ferreiros. Donc, il a écrit ce livre Mathematical Knowledge and the Interplay of Practices. Et là, la pratique mathématique est définie comme une activité soutenue par des agents individuels et sociaux et caractérisée par la stabilité, la fiabilité et l'intersubjectivité. Les deux éléments essentiels de la définition de la pratique sont les agents et un cadre. Dans un article plus récent intitulé Degrees of Objectivity, Mathemata and Social Objects, suivant une tradition inaugurée par Kreisel, Putnam et reprise par Fefferman, Ferreiros insiste sur la nécessité d'expliquer d'abord l'origine, pour lui, intersubjective de l'objectivité mathématique, et seulement ensuite la pratique consistant à prendre des objets comme substituts pour nous aider dans nos activités de représentation. Donc les objets sont introduits ensuite pour faciliter certains raisonnements. Ferreiros vise à conférer une objectivité à la connaissance mathématique sans la fonder sur des objets mathématiques. D'où son approche structuraliste qui les conduit à affirmer que le langage mathématique, contrairement au langage naturel, a une sémantique non référentielle, où les termes constituent plutôt qu'ils ne représentent des objets. Les hypothèses mathématiques sont constitutives, je cite, et non représentatives, dans le sens où elles constituent ou exposent un domaine mathématique. L'approche basée sur les agents est cognitive, pragmatique, c'est-à-dire orientée vers la pratique, pragmatiste au sens de Peirce, historique et hypothétique. Les agents sont étudiés à travers leurs capacités biologiques et cognitives, mais ces dernières sont médiatisées par la culture, de sorte qu'aucun modèle établi des sciences cognitives n'est appliqué en tant que tel aux mathématiques. Les pratiques sont de différentes natures, pratiques de la vie quotidienne, pratiques techniques spécifiquement mathématiques et pratiques scientifiques. L'approche est historique car elle repose sur l'idée que les changements historiques dans les pratiques et leur interconnexion affectent les concepts mathématiques eux-mêmes. Les mathématiques progressent grâce à la diversification conceptuelle et cette dernière est due à la transformation des réseaux de pratiques et de connaissances. Chaque fois qu'une pratique est modifiée ou que de nouvelles pratiques sont développées, des nouvelles connexions sont établies entre ces pratiques. Et comme les concepts sont socialement constitués par les pratiques, chaque fois que les pratiques changent, les concepts changent aussi. Il s'ensuit que les agents qui maîtrisent différents réseaux de pratiques et de connaissances peuvent avoir des conceptions différentes. Donc là, ça se trouve. Voilà. Donc là, les exemples de Ferreiros et Carter montrent bien non seulement qu'une forme de structuralisme pragmatique est commune à plusieurs auteurs appartenant à la philosophie de la pratique mathématique, mais aussi pourquoi la constitution sociale des mathématiques oblige à s'interroger sur l'objectivité de la connaissance plutôt que sur l'objectivité des objets qui sont constitués par des pratiques. Les pratiques intersubjectives interagissent les unes avec les autres, donnant lieu à des règles qui constituent la signification des termes mathématiques eux-mêmes. Les mathématiques, donc, sont structuralistes déjà au niveau sémantique, où on développe des théories non représentationnelles. Après, au niveau ontologique, on peut avoir des approches différentes, une forme de réalisme dans le cas des Carter et une forme de conceptualisme dans le cas des Ferreiros. C'est tout, et je passe la parole à Thomas. Voilà. Alors j'ai un exposé moins structuré que Paola. Je vais en gros commenter deux extraits, un extrait de Piaget et un extrait d'un enseignant de mathématiques qui a restructuré son cours. Donc moi je représente dans cette table ronde le didacticien. Paola, la philosophe, et Sébastien, l'historien et stéréologue. Bon, un peu transversal, un peu fluide. Oui, après tout ça s'interpénètre. Pas du tout, moi. Je savais. Il y a des férocités, mais donc je vais essayer
discuter, c'est à quel niveau les préoccupations des philosophes et des didacticiens et des historiens se rejoignent au sujet du structuralisme mathématique. Quelle collaboration on peut envisager, quel enrichissement réciproque pour comprendre la pensée mathématique structuraliste dans sa pratique. Et je vais maintenir que la pratique mathématique inclut fondamentalement les phénomènes d'enseignement-apprentissage. C'est pas très clair de la manière dont les philosophes de la pratique mathématique s'emparent de cette dimension didactique de la pratique. Mais l'école de Peano ou Cauchy dans ses cours à l'école polytechnique ou Bourbaki sont des exemples assez clairs qui montrent qu'il y a un travail d'écriture des mathématiques dans le but de leur enseignement et que ce travail peut faire émerger de nouvelles formes de mathématiques ou contribue à l'émergence du structuralisme. Alors pour poser la didactique a différentes traditions. La tradition française, elle est issue des travaux de Rousseau avec la théorie des situations didactiques, de Chevalat, la théorie anthropologique du didactique et Vergniaud, la théorie des champs conceptuels. C'est les trois pères fondateurs de la didactique dans son école française. Au début, Rousseau a hésité, c'est-à-dire qu'on appelait la didactique, a proposé d'abord le nom d'épistémologie expérimentale pour montrer les liens avec d'un côté l'épistémologie génétique de Piaget et puis l'épistémologie historique dont nous avons quelqu'un qui peut nous raconter toutes les racines beaucoup plus précisément que moi. Mais pour dire un peu qu'est-ce que se donne comme objet d'étude et comme finalité la didactique, eh bien c'est d'étudier, de concevoir et d'expérimenter des conditions reproductibles, donc il y a une visée de scientificité, qui peuvent déterminer l'apprentissage d'une connaissance chez un acteur. Donc il va falloir essayer de contrôler, d'avoir une version systémique, de penser qu'est-ce qu'un système didactique et comment modéliser ces choses-là, comment est-ce qu'on peut mettre en place des ingénieries dites phénoménotechniques qui peuvent montrer comment un phénomène peut être reproduit sous certaines conditions et au final le but est d'améliorer l'enseignement évidemment. Alors du coup je suis un peu obligé de parler de Piaget qui a développé aussi un structuralisme en psychologie cognitive, ce qui est pour moi après l'occasion de se diriger vers la question de l'apprentissage et de l'enseignement de ces structures et les conséquences en didactique de Piaget et les liens avec la philosophie. Ça nous montre aussi que le structuralisme, ce n'est pas seulement un structuralisme mathématique, mais c'était vraiment tellement diffusé à l'anthropologie, à un ensemble de sciences dont la psychologie. Donc voilà une première citation de son ouvrage Structuralism. There really is an ideal of intelligibility held in common, or at least aspired after, by all structuralists, even though their critical objectives vary enormously. For the mathematicians, structuralism is post-compartmentalization, which it counteracts by recovering unity through isomorphisms. In short, the notion of structure is comprised of three key ideas: the idea of wholeness, the idea of transformation, and the idea of self-regulation. C'est moi qui ai souligné en gras certaines idées. Alors cette idée d'intelligibilité derrière le structuralisme, pour moi, c'est vraiment la trace d'un projet didactique derrière le structuralisme. Et cette idée que le structuralisme cherche une unité des mathématiques, avec cette idée d'architecture, par opposition à une compartimentalisation, ça a des enjeux aussi en didactique, où on a une compartimentalisation en différentes unités d'apprentissage à l'université qui produit aussi des catastrophes. Et donc il y a une version didactique à ça, puis une version aussi psychologique. Là peut-être je peux citer Jung avec son processus d'individuation, mais qui dit bien qu'il y a des différentes structures complexes de la psyché. L'être humain va naturellement tendre
à unifier ces différents processus et son processus d'individuation selon Jung. Peut-être qu'il y a aussi derrière le structuralisme un versant psychologique derrière qui pousse le mathématicien à chercher et mettre l'accent sur cette idée d'unité. Ensuite, la manière dont Piaget va interpréter le structuralisme mathématique et y mettre ses key ideas, là, ça appartient à Piaget, mais on y voit un lien avec la psychologie et comment il y lit ce que lui recherche et trouve dans l'expérimentation avec des jeunes enfants, dans la manière dont ils conçoivent leur processus de développement psychique, d'acquisition des connaissances en manipulant des objets. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des dimensions psychocognitives et didactiques qui sont intrinsèques au structuralisme et qui vont inspirer d'autres champs. Alors, si on regarde après la suite de cette citation-là, on voit qu'il reprend cette idée d'architecture et se pose la question du caractère naturel en fait, de ce que produisent et mettent en évidence les mathématiciens. Du coup, cette naturalité, que après on peut se poser en termes de théorie des catégories, comme on l'a vu dans l'exposé, dans le sens de Piaget, c'est aussi la naturalité provient de sa mise en relation avec comment les structures se mettent en place dans le développement de l'individu. Une structure est peut-être naturelle lorsqu'elle va arriver naturellement à un certain stade du développement de l'individu, et en particulier le jeune enfant, ou peut-être une structure va être naturelle parce qu'elle est propre à être enseignée. Donc pourquoi pas élargir cette notion de naturalité à ce que peut nous dire la psychologie ou la didactique. Et il nous dit que la psychogénèse inverse le développement historique de la géométrie, mais rejoint l'ordre dans lequel Bourbaki expose ces structures. Les structures mères de Bourbaki, pour lui, va être mise en relation avec ceux qu'il observe dans ses expérimentations avec les jeunes enfants. Après, la lecture qu'il fait de ces expériences et qu'il va arriver à dire que les structures mères disent fondamentalement qu'est-ce qui se produit chez un apprenant quand il met en place ces structures psychologiques et élémentaires en agissant sur des objets dans sa relation avec le monde. S'il en fait une lecture très mathématisante, c'est bien sûr sujet de discussion, mais il y a ce qu'il met en évidence, c'est qu'il y a des liens entre les mathématiques que l'on développe, entre la nature de nos structures cognitives et les structures de nos processus d'acquisition de ces structures psychologiques et qui permettent la production des mathématiques. La nature de ces liens nécessite une élucidation et qu'après on utilise le vocabulaire des structures mathématiques pour le décrire, peut-être montre ces relations entre le sujet et l'objet qu'il vise. En didactique, on va s'intéresser à l'acquisition d'un sens structural. Beaucoup de recherches portent sur ça, et la définition d'un sens structural va être à cheval entre ce que peut nous donner une étude épistémologique de la pensée mathématique et aussi des catégories qui sont héritées de Piaget et qui trouvent donc leur origine davantage dans un questionnement psychologique. Quand on quitte ce qui se passe chez le jeune enfant et on se pose la question de l'enseignement des structures mathématiques à l'université, ce questionnement de Piaget, du coup, ça nous renvoie à ce que les structures mathématiques, par ces processus d'abstraction, néanmoins conservent des substrats phénoménologiques essentiels qui sont plus intimement liés aux notions mathématiques les plus primaires. Mais ce substrat, ces résidus se retrouvent dans l'activité des apprenants, tels que
les didacticiens vont essayer de l'analyser, tel que les phénoménologues vont essayer de le retrouver dans leur phénomène d'introspection. Et il y a des liens entre des recherches qui peuvent être dites génétiques en psychologie cognitive, où on peut retrouver des étapes dans le développement chez un apprenant, ou des décompositions génétiques en phénoménologie, ou aussi des décompositions en didactique, où on va chercher à identifier des schèmes ou des processus cognitifs et les décrire comme ayant lieu au sein d'un système didactique. Il y a un ensemble ici de recherches qui se rejoignent et qui s'éclairent mutuellement. Et l'héritage de ce questionnement continue de se préciser aussi avec les apports des neurosciences, avec des structures de l'inconscient qu'on essaye d'élucider, avec l'intelligence artificielle, où ce que l'on peut modéliser des réseaux de neurones chez un ordinateur peut aussi éclairer les phénomènes de cognition. Alors, du coup, quelle expérience proposer à des apprenants, quel protocole, quelles thèses, hypothèses qui peuvent croiser philosophie, épistémologie, sciences cognitives et didactique, poser, qui porte sur la pensée structuraliste. Un exemple est un projet en cours avec Frédéric. Oui, avec Frédéric. Ça ne fera pas gagner du temps. Je peux pas être projet avec Frédéric, ça ne fera pas gagner du temps. Allez, voilà. Donc, pour donner une idée, on prend une structure axiomatique abstraite donnée par des axiomes exprimés logiquement, et selon le nom qu'on donne à cette structure, que ce soit un banquet, une structuroïde ou un cycloïde, un horizon intuitif va se dégager et on va observer chez les apprenants une activité mathématique qui est très différente. Alors ce type d'expérimentation permet d'analyser assez finement l'intuition dite catégorielle en phénoménologie. Donc voilà un exemple d'expérimentation qui éclaire la pensée structuraliste, puisque là, la tâche proposée, c'est de classifier les modèles de cette structure donnée. Bon, donc mon deuxième point, c'est l'enseignement des structures à l'université qui pose des questions. Voilà une citation un peu longue de Ian Stewart, qui a écrit 5 éditions de... Je suis chargé de surveiller le... Ah oui, on est déjà à 4 minutes. Oui. Ah oui, oh, d'accord. Oui, c'est vrai, donc je suis très bavard. Plus bavard que l'italien, visiblement. Ah ouais, voilà, la France gagne. Et en plus, voilà, donc pour résumer cette idée. Dans quel état tu l'as? Ouais. Donc 5 éditions peut-être vous en avez fréquenté, moi je trouve que c'est des très beaux ouvrages, Galois Theory de Ian Stewart. Et à la 3e édition, il a décidé que son ouvrage, il faut le mettre à la poubelle. Pas parce que logiquement il ne tient pas la route, il est très beau, il a une très belle esthétique, mais psychologiquement, pédagogiquement, il est dépassé. Donc il y aurait... l'université a résisté à la contre-réforme des maths modernes qui a au secondaire amené au socio-constructivisme et à un changement de la présentation des activités aux élèves. À l'université, on a toujours cet enseignement très top-down des structures mathématiques et se dit, voilà, il faut que je change là parce que partir du général pour descendre vers le particulier, c'est pas comme ça qu'il faut enseigner les choses. Abstraire, c'est abstraire à partir de quelque chose. Et ce faisant, si on inverse cet ordre-là, on peut retrouver la raison d'être des concepts, mais le mettre en ordre sur cette programmation, passer de top-down à bottom-up, ça demande une réorganisation du contenu mathématique qui pourtant était très bien ficelé par l'architecture des mathématiques. Donc du coup, ça crée un nouveau paysage des mathématiques. Alors la question, est-ce que ça crée une nouvelle épistémologie des mathématiques, cette affaire-là?
je pense qu'une étude épistémologique et didactique de ce que cela donne, ce changement de perspective, éclaire également le structuralisme dans une sorte de dévissage qui devient une nécessité pédagogique, parce que en didactique, on sait bien que les savoirs vivent au sein d'un système qui a une écologie des savoirs, et que pour enseigner un savoir, il faut faire un pas de côté, parce qu'il y a une épistémologie de la classe, il y a un système didactique à considérer. Donc voilà un autre type d'investigation où on peut collaborer, c'est étudier de tels manuels. Voilà, et vous pouvez le lire, bien sûr, tout en écoutant Sébastien. Oui. Je vais enchaîner. Donc, le titre de cette partie de la table ronde, j'avais pensé à quelque chose comme actualité récurrente ou régressive du structuralisme. Paola vous a parlé de 2 chercheurs contemporains. Moi, je vais vous parler de 2 jeunes chercheurs. Le premier doit avoir quelque chose comme 28 ans. C'est au moment où il publie le livre dont j'ai parlé, et le deuxième à peine un peu plus de 30 ans. Il s'agit de Albert Notman et de Jean Cavaillès. J'ai lu récemment un livre de Pastoureau, celui qui écrit sur les couleurs, et qui dit qu'il faudrait toujours garder en tête, et c'est une très belle remarque, il dit qu'il faudrait toujours avoir en tête l'âge de celui qui écrit quand on lit un livre. Donc, dans le cas de Notman et de Cavaillès, je voudrais vous en parler. Pourquoi, quel lien avec ce titre actualité rétrospective, régressive ou récurrente du structuralisme? Ça serait d'essayer de voir dans quelle mesure on peut utiliser la catégorie structuraliste pour parler des contributions de ces auteurs. Ça a été fait en partie ce matin dans le cas de Cavaillès. Je voudrais essayer de le faire pour Lotman. Pour Lotman, ça a déjà été fait, donc une bonne partie de ce que je vais dire est common knowledge, mais c'est toujours bien parfois de rappeler le common knowledge. Puis je parlerai aussi dans un second temps de Villemin. Donc mon idée en fait, c'est d'essayer d'une part de préciser ce qu'on pourrait entendre par structuralisme, puisque comme l'a dit Frédéric, en digne membre du laboratoire Dieudonné, il a cité son père ou son grand-père. On trouve sous structure un certain nombre de choses. Alors je vais le dire, c'est contractuel de citer Jean Dieudonné quand on est au laboratoire. Je m'excuse, j'ai pas d'extrait d'un film d'Audiard, j'essaie d'en trouver un, mais j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Donc, pour reprendre le style caractéristique de Jean Dieudonné, qui n'est pas celui on va dire, du cadrage débordement, le mot structure est un de ceux qui ont été les plus galvaudés au cours des dernières décennies. Mais, alors, je ne sais pas si c'est en philosophie, on doit le penser, mais pour les mathématiciens, il a acquis un sens parfaitement précis. Ça, je pense que tous les collègues mathématiciens seraient d'accord, depuis longtemps. En 1935, ce sens n'avait pas encore été complètement explicité, mais la réalité qu'il recouvrait était tout à fait consciente chez de nombreux mathématiciens, notamment chez tous ceux qui s'inspiraient des idées de Hilbert sur la conception axiomatique des mathématiques. Là, on trouve une première chose qui me semble importante, c'est structuralisme axiomatique, méthode axiomatique, structuralisme. Pour nous, évidemment, ça va de soi. Le rapport entre les deux dans les années 30 n'est pas aussi clair. On va voir que je vais essayer de vous montrer rapidement et plutôt de susciter des discussions sur le fait que, par exemple, on en a discuté ce matin, il me semble que dans le Cavaillès, il est assurément question de méthode axiomatique, on ne pourrait pas dire le contraire, mais l'accent n'est pas mis sur les structures. Alors qu'en revanche, chez Lotman, il est question de méthode axiomatique et l'accent est mis sur les structures. Et donc, qu'est-ce que nous dit Dieudonné? Ce point de vue a tellement imprégné l'évolution des mathématiques depuis 1940 qu'il est devenu assez banal. Mais ce n'était pas encore le cas au moment où écrivait Lotman, et il y insiste à plusieurs reprises. Donc, Dieudonné crédite, à mon sens à juste titre, Lotman d'avoir été capable, dans les années 30, de saisir l'importance de ce point de vue des structures. Alors, maintenant, la question qu'on peut, et j'allais dire, ce qui me semble vraiment important en l'occurrence, c'est de dire que si Lotman, et ça Dieudonné le dit plus, enfin,
ne le dit pas en parlant des structures, mais le dit de manière si claire ailleurs. Si Lotman a incorporé les structures, c'est certes en lisant Hilbert, mais c'est aussi en lisant des mathématiciens. Et c'est ça qui me semble un des points très importants et qui fait une réelle différence, à mon sens, entre ce structuralisme d'une épistémologie française des mathématiques avec des philosophes qui discutent avec des mathématiciens et d'autres types de structuralisme, disons, plus contemporains. Donc, alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, quelles sont les sources de Lotman? Alors, j'allais dire, je vais quand même faire une petite... La tradition orale, comme on dit dans les films comme on dit dans les films d'Audiard, c'est important, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que la tradition orale? Donc, puisque, évidemment, le grand texte sur le structuralisme mathématique, enfin, en tout cas, Chauvin, un des grands textes, c'est celui des grands courants de la pensée mathématique de Bourbaki. Il est publié en 1948, on sait qu'il a été écrit avant, on sait que le projet datait d'avant-guerre. Mais où est-ce que Lotman a pu prendre ces idées? Bon, un nom n'a pas été prononcé ce matin quand il était question de Cavaillès, et je pense qu'il... Enfin, c'est pas un mystère de dire qu'il joue un rôle important à cette époque. Il s'agit de Claude Chevalet. Claude Chevalet est un ami d'Albert Lotman. Et l'autre point important, on peut dire davantage, c'est que si on lit Méthode axiomatique et formalisme de Cavaillès, et si on lit les deux thèses de Lotman, il est question de Claude Chevalet, et il est question de son article sur le style en mathématiques. Et Claude Chevalet dit des choses, à mon sens, assez profondes, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces arguments sous la plume de Lotman. Et que j'aurais pas le temps de vous... C'est dans un article que je suis en train d'écrire, mais j'aurais pas le temps de vous montrer là. Mais il me semble qu'il y a vraiment une parenthèse, et c'est des remarques assez fines et assez subtiles. Alors, la preuve textuelle, alors, il ne faut pas que je m'embrouille dans mes 4 post-it. Attention, il y a un problème de motricité fine. Monsieur Chevalet, donc, un autre point que je dis juste en passant, par rapport à ce matin, on a le premier conférencier a insisté sur le côté, logicisme d'un côté, structuralisme de l'autre. C'est très prégnant aussi quand on lit Lotman. C'est-à-dire que Lotman, il y a d'un côté Hilbert, la métamathématique, c'est bien. En face, il y a Russell, il y a Carnap, ce n'est pas bien, si je caricature. Et qu'en tout cas, il insiste sur le fait qu'il faut absolument, comment dire, qu'il ne faudrait pas, au prétexte que dans les deux cas, il s'agit d'une approche fondationnelle, de logique mathématique, confondre les deux. Il écrivait à un moment, parfois on confond les deux, rien n'est moins vrai. Donc je dis ça parce que dans la... Donc là, je suis en train de lire le compte-rendu de Lotman du Congrès international de philosophie des sciences, qui montre à la fois, comment dire, ses goûts, et si on devait dire de façon un peu plus droite, c'est des goûts. Les goûts, c'est important pour caractériser une personne, mais les dégoûts aussi, donc des conseils et des déconseils. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a, alors, première chose, il y a pourtant dans le développement de la philosophie mathématique contemporaine un autre courant que l'on confond souvent avec le logicisme, et qui n'en est pas moins profondément différent par sa méthode et ses buts, c'est l'axiomatisme issu d'Hilbert. Au lieu de chercher à recomposer tous les énoncés mathématiques à partir du même ensemble de notions logiques primitives, comme dans les Principia Mathematica, l'axiomatisme, en son développement récent, est plutôt un effort inverse, pour caractériser les théories mathématiques dans leur spécificité irréductible les unes par rapport aux autres. Ailleurs, Lotman écrit, il ne s'agit pas de... C'est pas une analyse des notions primitives, au contraire, c'est une synthèse. Et une synthèse de quoi? Une synthèse des structures. Et donc, le point sur lequel je vais insister, et après je passerai à Chevalet, c'est que Cavaillès va dire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que ces auteurs-là français, c'est pour ça qu'en un certain sens, je n'aime pas le vocable épistémologie historique, ça ne veut pas dire qu'ils ont une réception évidente de Hilbert. Ils sont tout à fait intéressés par ce que dit Hilbert, mais parfois on a confondu leur rejet de Carnap, du cercle de Vienne et de Russell avec un rejet de la logique mathématique à grands traits, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est intéressant chez Lotman, c'est le fait qu'il va essayer, il le dit explicitement, ça a été mentionné ce matin en passant dans la conférence sur Cavaillès, de concilier un point de vue à la Brunswick et un point de vue structurel, il le dit dans sa thèse. J'en viens maintenant à Chevalet, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que le chairman est implacable et implacable.
il écrit ensuite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement des deux paragraphes. On commence par Hilbert, on enchaîne avec Chevalet. Monsieur Chevalet a déjà montré dans son article sur le style en mathématiques, paru dans la revue de métaphysique et de morale en juillet 1935, comment la définition axiomatique de notions comme celle de limite, par leurs propriétés caractéristiques, répond à une attitude toute différente de celle qui voit dans la généralisation des méthodes constructives de l'analyse l'outil par excellence de la rigueur en mathématiques. Si vous pensez à Cavaillès au début de méthode axiomatique et formalisme, c'est l'opposition entre définition méthode génétique et méthode structurelle. Lorsqu'on considère les systèmes d'axiomes qui sont à la base des théories modernes, de l'arithmétique, de l'algèbre, du calcul fonctionnel, axiomes de la théorie des groupes, des idéaux, des espaces d'Hilbert, des nombres hypercomplexes, on envisage simultanément un domaine et des opérations effectuables dans ce domaine. Ce qui importe donc dans l'établissement d'un système d'axiomes, ce sont non les éléments logiques dont sont composés ces énoncés, mais le souci structural d'approprier exactement les axiomes choisis au domaine que l'on veut définir par ses propriétés. La solidarité qui se manifeste ainsi entre le domaine et les opérations possibles sur ce domaine met au premier plan de la recherche mathématique la liaison entre opérations abstraites et domaines concrets. Le point ici qui me semble devoir être souligné, c'est la manière dont, comme je l'ai dit, on passe de Hilbert à Chevalet et comment en fait les réflexions de Chevalet mathématicien permettent de donner, je dirais, une certaine chair aux discussions qu'on peut avoir sur les antinomies, Russell, les paradoxes, etc. Donc, et là, pour le coup, vraie différence. Alors maintenant, j'ai envie de vous lire, parce que ça me paraît assez spectaculaire et j'en arrêterai là, ce qu'écrit justement Chevalet. Et par exemple, pourquoi Chevalet dit que en fait, il faut, par exemple, utiliser plutôt des définitions axiomatiques et donc viser les structures que des définitions génétiques. Qu'est-ce qu'il dit Juste, alors, donc je résume ce qu'il dit avant, il est en train de parler de théorie des groupes, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? On sait d'autre part que l'on peut choisir dans le plan une infinité de systèmes de coordonnées différents les uns des autres. Ça, c'est depuis longtemps. Il semble très fâcheux d'en choisir un particulier dans la définition même. On peut d'ailleurs formuler ce reproche au nom de la théorie des groupes elle-même. Klein avait en effet montré avec beaucoup de force que le plus important pour une géométrie n'est pas la nature des points qu'elle étudie, mais la structure du groupe de transformation qui définit l'égalité de deux figures. Chevalet est un mathématicien, et pas n'importe lequel, et là ça ne peut pas être dit de façon plus claire. Or, justement, les définitions constructives à partir des noms fournissaient à la géométrie un chaos de points qui n'était lié par aucune structure. On peut bien en effet appeler indifféremment point du plan euclidien ou nombre complexe un couple de deux nombres réels. Il n'en reste pas moins que la géométrie euclidienne du plan et la géométrie conforme sont essentiellement différentes. Seules les définitions de ces géométries peuvent apprendre en quoi consiste un point ou un nombre complexe. On peut donc dire que les définitions constructives de l'analyse, si elles sont les premières permis des raisonnements rigoureux, ont eu souvent l'effet de cacher profondément la nature de ce qu'elles cherchaient à définir ou de confondre indûment des domaines mathématiques en réalité distincts les uns des autres. Et donc là, on voit le point qui va être ensuite repris et mis à profit par Lotman, cette idée qu'en fait, les structures permettent à la fois de distinguer et à la fois de rassembler. Et là, j'allais dire, par rapport à une position sur laquelle Lotman est, à mon sens, parfois injustement critiqué, c'est-à-dire la manière dont il cherche à utiliser le platonisme, il me semble que là qu'il y a un point qui est intéressant et qui est développé en particulier dans un article peu commenté qui s'appelle La méthode de division en mathématiques, où en fait, il me semble que dès lors qu'on insiste sur cet aspect platonicien, ici on a quelque chose d'intéressant dans la mesure où dans la philosophie platonicienne, on sait que la méthode de division joue un rôle. Je ne définis pas plus ce que c'est, ceux qui savent comprendront, ceux qui ne savent pas devineront. Et ce qui me semble important, c'est que l'association que fait Chevalet entre méthode de division et méthode axiomatique permet de rendre compte de quelque chose dont parle aussi Bourbaki, cette idée que dans les mathématiques structurales et dans la méthode axiomatique, à des moments on divise et à d'autres moments on rassemble. Et c'est exactement ce qui se fait aussi dans la philosophie platonicienne, cette idée de méthode de rassemblement et de division. Donc,
juste un autre mot en écho à l'exposé de cet après-midi. L'axiomatisation des théories a très profondément modifié le style des écrits des mathématiques contemporaines. Et j'aimerais bien retrouver une citation, mais je vais la laisser tomber parce que le temps passe. Et je vais conclure avec peut-être Villemin, parce que Villemin, en fait, va être celui qui, en un certain sens, même si son lien à Cavaillès n'est pas souligné, dans la mesure où, en fait, pour ceux qui liront la philosophie qui ont lu la philosophie de l'algèbre, ils savent qu'il n'y a aucune référence à Cavaillès. Il y a juste son livre qui apparaît en bibliographie à la fin. Si je dis aucune, c'est peut-être une, maximum deux. Et donc, je vais y arriver, Villemin va reprendre cette idée d'une réflexivité mathématique qui serait caractérisée par la théorie des structures dans la philosophie de l'algèbre, mais surtout dans sa leçon inaugurale du Collège de France. Qu'est-ce qu'il est en train qu'est-ce qu'il écrit dans cette leçon? Donc elle date de 1960, on est bien plus tard. Les mathématiques ont avancé, la réflexion philosophique aussi. Il est donc raisonnable de supposer un lien, si difficile qu'il soit d'en préciser la nature, entre la pensée abstraite et formelle et la production des antinomies. Là, on pourrait dire la même chose au début du siècle. Comme une telle question est fondamentale pour la philosophie de la connaissance, c'est à l'éclaircir que je m'attacherai d'abord, et c'est aux deux notions de structure et d'antinomie que je consacrerai l'enseignement de cette année, son premier enseignement, sa première année d'enseignement au Collège de France. Il n'est pas besoin, je pense, d'expliquer pourquoi j'ai choisi la seconde de ces notions. Il me suffira de dire pourquoi j'ai retenu la première, donc la notion de structure. Nul mieux qu'elle ne me paraît susceptible d'éclairer les deux sortes de réflexions qu'on a reconnues propres aux mathématiciens, non plus que le profit que la critique philosophique en peut tirer. Au niveau d'abstraction et de la généralisation mathématique, la théorie des structures a exercé un rôle doublement critique. Elle a permis d'isoler des propriétés que l'étude des objets individuels confondés ou associés sans les distinguer. Et ce que j'aime quand je lis ce genre de texte, c'est que vous voyez une filiation entre Chevalet, Lottmann, Villemin. Donc c'est ce que comment dire, c'est ce que j'aime à rappeler, et c'est peut-être un peu naïf ou fleur bleue, c'est ce qui m'émeut aussi, c'est-à-dire que dans la tradition française, il y a des énoncés qui passent d'un auteur à l'autre. Donc, isoler des propriétés que l'étude des objets individuels confondés ou associés sans distinguer, et d'autre part, revenir sur la question des définitions créatrices, nombres relatifs, fractionnaires, irrationnels, imaginaires, et rendre compte pourquoi certaines marchent et pourquoi certaines ne marchent pas, et pour quelles raisons elles marchent. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. J'ajoute juste, pour faire plaisir au chairman, une référence à Bachelard, puisque j'ai dit au début qu'il y avait différents sens qu'il y avait un bon candidat pour parler structuralisme dans les années 30, c'est méthode axiomatique. Il me semble une chose qui ne doit pas être oubliée, c'est qu'il est question de Hilbert de Sur l'infini de 1925, mais évidemment il est aussi question des fondements de la géométrie. Les Grundlagen sont traduits en 1900 en français, et donc typiquement, que ce soit Bachelard, dans le Nouvel Esprit Scientifique en 1934, va insister sur l'aspect relationnel des nouvelles mathématiques. C'est repris par Lottmann, et Lottmann fait référence à un auteur à Juvet et à la structure des théories physiques, et donc là, on a un autre rapport à Hilbert qui est important, c'est sur la question des fondements de la géométrie. Je vous remercie. Oui, j'ai une question. En fait, il me semble que un thème qui émerge de ce que vous avez dit tous les trois, vous avez abordé des choses très différentes, c'est l'idée des pratiques en fait, du structuralisme, de l'idée de structure, et qui se décline de façon différente en didactique et en mathématiques. Et du coup, ma question, ce serait comment est-ce que vous voyez ce problème de la pratique du structuralisme d'un point de vue philosophique, avec une question peut-être un peu plus précise aussi, sur la première intervention de Paola, qui est le rôle du pragmatisme dans tout ça. Jusqu'à quel point le pragmatisme, qu'est-ce que ça veut dire dans son paysage, qu'est-ce qu'on peut intérêt, il faut nécessairement passer par le pragmatisme pour parler de pratique. Voilà. Est-ce qu'on peut en faire l'économie? Il y a une quelle est la
voilà, une question générale sur le rôle de la pratique du structuralisme et comment vous en voyez le traitement philosophique. Moi, je commence. Je vais juste dire deux mots. Premièrement, que c'est bien qu'on associe pratique et style. Donc, je vais répondre ce que Sébastien vient de dire sur style, parce que j'ai l'impression que le terme pratique, effectivement, c'est un peu le noyau délicat, c'est difficile à définir. On a plusieurs définitions différentes. Et je dirais qu'il y a une sorte de tournure pragmatique en général, mais pas pragmatiste. Donc ça veut dire qu'on va vraiment porter l'attention aux agents qui ne sont pas considérés seulement comme des sujets au sens phénoménologique, par exemple, ou des sujets comme dans la didactique, où on a l'idée de développer certaines formes de raisonnement. Mais c'est plutôt l'idée qu'on a une constitution interactive de la vérité. Ça, c'était perçu aussi, mais ce n'est pas nécessaire d'importer la notion de vérité donnée par Peirce pour la tournure pragmatique. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a deux choses qui manquent vraiment. Une définition claire de pragmatique qui s'oppose, par exemple, à une définition de ce que c'est le style, parce que souvent il y a des chevauchements entre les deux notions qui sont tous les deux pas souvent définies d'une manière que tout le monde va accepter. Et en plus, dans les cas de la pratique, il y a la relation entre pratique mathématique et pratique scientifique plus généralement. Et donc, il y a toute la question, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que dans certaines sciences, on a des pratiques technologiques ou laboratoires qui vont changer radicalement ce qu'on entend par pratique. Et la deuxième chose, c'est que le rôle de l'agent commence maintenant à être développé. Et donc, comment on peut substituer au sujet quelque chose d'autre, effectivement, on doit donner une bonne définition de ce que c'est un agent. Et il y a des façons de le faire de manière cognitive qui ne sont pas encore vraiment suffisantes pour rendre compte de l'interaction. Il y a toute la théorie de l'ontologie sociale qui se base sur les états mentaux. À nouveau, ce n'est pas vraiment convaincant. Donc, le grand problème, c'est, voilà, on passe sur la pratique, mais au fond, si on n'a pas une bonne caractérisation de ce que c'est un agent, on n'a pas encore vraiment avancé. Donc, ce sont des perspectives nouvelles, mais qui ne sont pas encore complètement abouties, je dirais. Il y a encore du travail à faire. Enfin, oui, c'est vrai que il me semble que si on prend des auteurs comme Cavaillès, Lotman, lui-même, et bon, ce que je vais dire est une banalité, évidemment. Oui, si, je vais poser la question comme ça. Est-ce que ce sont des philosophes de la pratique mathématique comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir? Moi, j'ai envie de dire que, enfin, je ne sais pas, derrière philosophie de la pratique mathématique, je vois deux choses. Je vois une sorte de slogan pour indiquer qu'on va s'intéresser davantage à la mathématique qui est pratiquée effectivement par les mathématiciens. Mais j'allais dire, cette insistance sur pratique me semble pour le coup inutile, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de dire les mathématiques. Ce sont les mathématiques. Après, on fait des choix parmi les mathématiques. Alors, il y a différentes façons de les faire en effet. Si on prend par exemple le cas de Lotman, quand il commente le traité d'algèbre abstraite de Van der Waerden, c'est un choix, une façon de faire, c'est de prendre des manuels de mathématiques et essayer d'identifier par exemple des choix sur les définitions. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est comme si, dans ce que tu décris, la philosophie de la pratique mathématique était entraînée par la pratique et que du coup ça conduisait nécessairement à un isme n'est pas un sociologisme ou une sociologie, une anthropologie. On doit prendre au sérieux l'idée d'interaction. Donc étudier un texte mathématique en tant que tel, c'est pas pratique mathématique dans ce sens-là. Donc c'est vraiment prendre au sérieux l'idée que dans les maths, il y a des interactions et donc la didactique, par exemple, l'enseignement rentre à plein titre dans ce qu'on entend par mathématiques, ce qui n'est pas évident, je crois, pour les mathématiciens toujours, ni pour les philosophes des mathématiques en particulier. Donc je pense à Peano, moi j'ai un peu l'effort de dire, il avait une approche basée sur la pratique mathématique parce qu'il croyait que vraiment la construction de certaines notions, comme la notion des nombres rationnels, est ancrée dans des discussions qu'on fait avec les enseignants aussi. Donc
c'était vraiment une sorte d'idée que, après tous les projets collaboratifs, donc c'est l'idée que les mathématiques ne sont pas la création d'un sujet individuel qui travaille tout seul, mais c'est plutôt un travail collectif qui, après, c'est difficile à décrire, c'est difficile à trouver les bonnes notions pour en faire en philosophie au sens normatif, donc on a toujours un peu de mal. Mais c'est vraiment, on ne peut pas choisir n'importe quel texte écrit et dire je fais de la pratique mathématique parce que je m'intéresse à un texte de maths. Ça, c'est pas suffisant. Je dirais ça. Dans ce sens. Peut-être qu'il faut, disons, ouvrir aussi la perspective. Pourquoi c'est limité aux interactions à l'intérieur de maths? Je me dis qu'il y a une discipline ouverte, il y a aussi la physique, par exemple. Oui. Il y a, par exemple, si on dit, disons, on ne peut pas dire, disons, que la physique a eu un rôle négligeable dans le développement de maths au XXe siècle. Tout à fait le contraire. Mais moi aussi, je crois que, disons, la mathématique, il faut l'imaginer comme quelque chose qui est discipline, si on veut, ouverte. Donc, l'interaction avec, disons, en général, l'ensemble des savoirs, pas fermé. Mais je ne sais pas si vraiment, disons, l'approche pragmatiste, c'est vraiment l'approche correcte pour ce qu'il faudrait plutôt faire, disons, de la... L'expression est vraiment horrible. Bon, il nous faut l'ancienne histoire des idées. Ça, c'est... Je crois qu'il faudrait inventer peut-être des idées nouvelles pour justement étudier comme les notions, les concepts, les idées passent d'une discipline à l'autre et se transforment à l'intérieur de la mathématique à la physique, de mathématiques à la littérature et de la littérature à la philosophie et à l'anthropologie peut-être, à la psychologie. Et il y a disons toute une série de transformations possibles qu'il faut étudier. Je répète, c'est pas vraiment faire de la pratique, ça. C'est suivre, disons, les métamorphoses des choses qui est, bon, j'appellerais idée, mais peut-être qu'il y a un mot meilleur. Je sais pas, je connais très bien quand on dit l'histoire de l'idée. C'est des choses qui nous donnent, disons, il ne faut pas, disons, avoir peur des mots. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien faire de la bonne, saine histoire des idées. Voilà. Je voudrais continuer dans le même esprit, pas forcément pour restreindre l'histoire des idées, mais en tout cas l'idée qu'on a quand même peut-être intérêt pour clarifier ces questions à adopter une approche plus historique et à regarder l'émergence du structuralisme dans plusieurs disciplines en même temps, à la même époque. Et pour avoir plus sens, parce que ça permet, en regardant les différents contextes, de distinguer ce qui sont les éléments de pratique, de construction d'une nouvelle approche, qu'est-ce qui relève plutôt de la nature de l'objet, comme déjà, du digital, etc. Et ce qui m'a poussé à faire ça, c'était une remarque qui m'est venue spontanément en écoutant Sébastien à propos de Lautmann. Ça m'a un peu étonné d'une certaine façon que Lautmann considère que pour lui le paradigme d'une approche structuraliste, c'est Hilbert, c'est l'axiomatique hilbertienne qu'on le trouve, parce que si on regarde l'histoire antérieure du structuralisme, en fait,
Bon, d'abord, en mathématiques, le premier emploi de structure qu'on trouve en un sens structuraliste, moderne, c'est dans la théorie des groupes, en fait. C'est dans la thèse de Camille Jordan, par exemple, de la structure des groupes de transformation, etc. Donc, c'est le premier exemple, avec la notion cruciale à rattacher de isomorphisme, de structure, c'est dans la théorie des groupes. Et la première définition précise de ce que c'est une structure, une définition mathématique précise, elle est donnée par Russell, dans son livre de 1919, en fait, c'est un sous-produit des Principia Mathematica, c'est ce qu'il appelait la notion de relations number, et qui est devenue structure, et avec une signification, en fait, en général, de philosophie de la connaissance plus vaste, c'est tout de suite élargi par Russell, et repris, parce que c'est intéressant dans la généalogie, c'est repris par Carnap et le cercle de Vienne, dans le manifeste du cercle de Vienne, vous avez une structure partout. Et ça, c'est l'origine russelienne, en fait, explicitement. Et après, en même temps que le manifeste, à un mois de différence, vous avez le manifeste du cercle de Vienne, le manifesto, et en même temps, vous avez la réunion des linguistes de Prague qui, au même moment, introduisent le mot structure et même introduisent le mot structuralisme, à Watson, à cette époque-là. Et donc, vous avez ça voyage, donc le structuralisme, ça part d'une certaine façon des mathématiques. Mais là je parle du mot vraiment structure au sens moderne, hein, parce qu'il faut bien savoir qu'avant ça, le mot structure, c'est seulement la façon dont un objet, la définition du dictionnaire, c'est la façon dont un objet est construit. C'est un structuré, et il n'y a pas la notion d'isomorphisme attachée au fait, surtout la neutralité des relatas dans la structure. C'est pas dans la définition ancienne, c'est vraiment quelque chose qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qu'on retrouve, donc, qui est vraiment défini de façon classique par c'est une définition possible, celle de Russell. On retrouve ça après dans le cercle Vienne, chez les linguistes de Prague. Après arrive Lévi-Strauss avec l'anthropologie structurale, comme vous savez, et en relation avec les linguistes de Prague, que vous connaissez personnellement. Et après, on peut se demander, après que le structuralisme de Boissy, d'où vient le mot structure. Alors là, c'est pas clair, parce que quand on a posé la question à André Weil, il ne se souvenait plus. C'est faux, c'est qu'il y a André Weil, il a écrit oui, mais après, il a dit que un apprentissage. Oui, donc en fait, on ne sait pas. Est-ce que ça vient de la théorie des groupes ou est-ce que c'est venu parce qu'il connaissait aussi des linguistes de Prague, des linguistes de Prague Place, on ne sait pas. Mais en tout cas, disons que la relation avec l'axiomatique bercienne, historiquement, elle est nulle. Donc c'est introduit par Lautmann, en fait, dans une volonté peut-être politique, alors mathématique, de mettre en avant l'approche axiomatique en référence au structuralisme, mais c'est pas en fait quelque chose dans l'histoire du structuralisme qui a une réalité historique dans la phase antérieure du structuralisme. Oui, mais je peux répondre. Enfin, en même temps, par définition, c'est pas nul puisque Lautmann Ah oui, non, mais de toute façon, intrinsèquement, c'est vrai, bien sûr, que le théorie axiomatique, c'est structuraliste, c'est essentiel. Il y a plein de choses qui sont structuralistes, hein, les éléments de Puig, c'est structuraliste, c'est déjà aussi. Non, mais c'est parce que je veux. Ok, je vous saisis là, mais c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui me semble qui est intéressant chez Lautmann, c'est qu'il rassemble trois choses, et là où je suis parfaitement d'accord, c'est que ça ne va pas de soi que ces trois choses vont ensemble. Voilà. Les trois choses, c'est l'axiomatique hilbertienne, la métamathématique sur l'infini. La deuxième chose, c'est le point de vue relationnel en mathématiques, c'est pas la nature des objets qui compte, c'est la relation entre les objets et les fondements de la géométrie de Hilbert. Et le troisième point, c'est l'algèbre abstraite, parce que lui, pour le coup, il va étudier un exemple de Van der Waerden, etc. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il rassemble les trois. Et donc, si on aborde des choses en historien, on peut se dire, est-ce que c'est parce qu'il identifie une relation essentielle entre ces trois choses, ou est-ce qu'il y a une raison historique à ça? Je pense que, je ne me prononce pas sur la première, je réponds en tant qu'historien, on pourra en discuter. Il y a une relation à ça, c'est parce que Bachelard en a parlé, Juvet a parlé de Husserl, de Hilbert, et il est en connexion avec Chevalet, qui est un ami. Donc il me semble que ça caractérise les épistémologues français de cette période-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans une seule boîte, ils sont en connexion avec ces trois domaines, ces trois façons de penser les choses, et justement ce qui est intéressant, c'est qu'ils les connectent. Et qui
Ils veulent probablement se démarquer du logicisme en fait. Exactement, et il veut se démarquer du Parce logicisme. que tout le monde faisait référence à Russell dans ces cas-là, et eux ne veulent pas justement. Non, mais c'est quand même qu'il y a plusieurs filiations structuralistes. Et en fait, eux, ils s'inscrivent dans la filiation théorie des groupes, des équipes, Hilbert, Noether. Et du coup, effectivement, ils ne citent pas du tout Russell, tout ça, parce qu'en fait, Russell, il est. Oui, mais c'est vraiment la théorie. Je pense que c'est la théorie des groupes, après, c'est pas la filiation, je suis d'accord. Et du coup, ils s'inscrivent dans une filiation pour le fait que ça n'a pas de sens de se revendiquer que la ligne. Et il y a aussi le refus d'analyse des notions cognitives et le fait de dire qu'il faut. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas savoir que le mot structure n'avait pas été introduit du tout dans le contexte, dans d'autres contextes. Déjà, Pierre, pour les journalistes. Très rapidement, c'est pris, on a exposé de billets. On a aussi le café, la pause café et les séminaires qui ont marché 5 ans. Alors peut-être on peut poursuivre la discussion pendant le café. Allez, Merci.